Dans le cadre du cycle de conférences de l'Institut d'études anciennes et médiévales, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Mme Karine Laporte, chargée de cours à l'Université Laval, qui vient nous présenter sa conférence intitulée « Du fuseau au javelot, images de femmes en guerre dans l'Antiquité ». Dès maintenant la parole. Bonne conférence. Merci. Donc, bonsoir et merci à tous d'être venus ce soir pour m'entendre parler de madame. Donc, merci à l'Institut d'études anciennes et médiévales pour cette belle initiative des conférences grand public et en particulier à Alexandre pour l'organisation et l'invitation, à Nicolas pour la technique et la captation et à Maryse pour la super affiche qui, visiblement, a bien marché et qui a réussi à vous attirer. Donc, j'ai pensé, avant de plonger dans le thème proposé des images de femmes en guerre dans l'Antiquité, de me situer un peu dans le paysage de la recherche en études anciennes pour vous confirmer que ce sujet sur les femmes et la guerre semble assez peu rapproché de mes intérêts habituels. Donc, je me suis penchée pour ma recherche doctorale sur les mécanismes d'écriture de l'histoire, en prenant pour exemple un historien grec hérodien qui était généralement vu par la critique moderne comme un historien médiocre, trop dramatique, trop rhétorique, trop stylistique, même si même on daignait le considérer comme un historien tout court. Donc la conclusion, le trop long pollu de cette étude était qu'il fallait aborder les historiens anciens, surtout ceux qu'on a dit mauvais, comme, non pas avec nos yeux modernes, mais comme des historiens anciens, et qu'il fallait lire ces textes, non pas comme des réservoirs de données factuelles, ou en tout cas pas seulement, mais comme des œuvres littéraires complètes, évoluant en tradition et innovation, servant notamment un imaginaire collectif. Donc, un élément qui m'intéressait dans ma thèse était l'interprétation moderne de la représentation antique d'un personnage féminin, Julia Maessa, la grand-mère de l'empereur Heliogabalus. Donc, malgré un portrait répondant des codes littéraires plutôt masculins, même virils, la lecture moderne d'Hérodien insistait pour amoindrir l'importance politique de Maessa. Hérodien, vous l'aurez compris, en livrait une version exagérée, dramatique, fictive. Mais ce courage et cette vertu des femmes étaient reconnus déjà dans l'Antiquité, pas seulement à travers des motifs littéraires, des exagérations, mais aussi à travers certains faits historico-légendaires qu'on verra aujourd'hui ensemble. Donc, si, de façon générale, Thucydide, Platon et Aristote voient l'incompatibilité de la nature et du caractère féminin avec l'activité guerrière, et même chez Aristote, une incompétence militaire chez les femmes spartiates qui, dit-il, a plus nui à leur cité que les ennemis eux-mêmes, on trouve dans la collection des Moraléanes, des œuvres dites morales de l'auteur grec du IIe siècle après Plutarque, un traité sur la vertu ou le courage des femmes arrêtées ou virtus, dont voici le début. J'ai, Cléa, sur la vertu des femmes, une opinion bien différente de celle de Thucydide. Et j'approuve la loi des Romains qui ordonne que les femmes, après leur mort, reçoivent publiquement, aussi bien que les hommes, les éloges qu'elles auraient mérités pendant leur vie. Je vous envoie la suite de cette conversation dont le but était de montrer que la vertu des femmes est la même que celle des hommes. Car les vertus ont des différences marquées qui sont comme leurs couleurs distinctives selon la diversité des naturels. Ils se conforment aux mœurs des personnes, à leur tempérament et à leur conduite. Leurs diverses formes qu'elles prennent dans les divers individus n'empêchent pas qu'elles ne se rapportent toujours qu'à une vertu générique et essentielle. Donc, on note déjà chez Plutarque, qui certes arrive 6-7 siècles après les Thucydides, Platon et Aristote, la reconnaissance du courage et de la vertu des femmes au même titre que les hommes. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que Plutarque nous dit que la vertu courage n'est pas un trait strictement masculin,
mais qu'elles s'incarnent différemment selon les mœurs, le caractère et le comportement. Donc, de notre posture moderne, quand il est question de guerre et de femmes dans l'Antiquité, on pense plus facilement à des déesses, des forces primordiales, des olympiennes, des divinités mineures et des abstractions personnifiées. On s'imagine tout de suite les déesses guerrières Athéna et Artémis, mais aussi les Amazones, dont certaines figures plus connues comme Hippolyte et Penthésile, et Niké, la victoire. Athéna, Artémis et les Amazones ont certains attributs à la fois dans les récits et les représentations visuelles qui les rapprochent des guerriers masculins, mais on va revenir sur ce point plus en détail vers la fin de l'exposé. Donc, je vous garde en suspens. En plus de ces déesses, on pense aussi du côté grec aux nombreuses femmes dans les cycles épiques, le cycle troyen avec l'Iliade et l'Odyssée, le cycle thébain autour de la famille des Labdacides, autour d'Édipe, donc de Jocaste, Antigone, Ismène. Et du côté romain, au-delà de l'Énéide, avec Didon, on se rappellera peut-être les histoires des Sabines enlevées par les Romains, la trahison de Tarpéa, représentée sur la pièce de monnaie à droite, donc Tarpéa, qui soit en échange de ce que les Sabins avaient au bras gauche et qu'elles pensaient être des bracelets d'or, mais qui se révélèrent être une pluie de boucliers, soit parce qu'elle serait tombée amoureuse du roi sabin Titus Statius, leur ouvrit les portes de Rome et donc livra Rome aux Sabins. On pensera aussi au viol de Lucrétia par Sextus Tarquin, donc le fils du 7e et dernier roi de Rome, qui mit effectivement fin au régime royal à Rome. Donc pour la conférence de ce soir, je vous propose de laisser de côté les déesses à proprement parler, ainsi que les figures plus mythologiques comme les Amazones, puisqu'elles sont les figures féminines les plus étudiées lorsqu'il est question de guerre au féminin, surtout lorsqu'on veut parler de participation active militaire, mise en parallèle avec la participation masculine. Les récits et images qui nous intéresseront pour le reste de l'heure seront plutôt tirés de ces cycles épiques et de ces récits légendaires, historico-légendaires, voire historiques. Donc, un mot d'abord sur les sources de ces récits littéraires qu'on va aborder tout au long de la soirée. Je vous ai mis ici un échantillon des auteurs que nous aborderons ce soir. Donc, Homère, si on va de gauche à droite, Homère, auteur grec des épopées, l'Iliade et l'Odyssée. Euripide, auteur grec tragique, donc auteur des tragédies comme Médée et les Troyennes. Ovide, poète latin ayant écrit entre autres les Métamorphoses. Et Tite-Live, historien latin, auteur d'un récit des origines de la ville de Rome jusqu'à l'an 9 avant, donc jusqu'à la mort de Drusus. Donc cela peut paraître évident, mais quels seraient les principaux traits communs de tous ces auteurs? Donc en les voyant côte à côte, peut-être ça vous saute encore plus aux yeux. Oui, ce sont tous des hommes. Il nous reste peu d'autrices, du peu qu'il y avait de poétesses, dramaturges et historiennes à la base. Et donc ces auteurs appartiennent aussi à l'élite grecque, romaine ou gréco-romaine, qu'ils en soient issus ou qu'ils l'aient finalement intégrée, ou bien la côtoient d'assez près. Mais aussi, tous ces auteurs, ce sont des littéraires. Même les historiens, comme Tite-Live et tous les autres historiens, grecs comme latins. Donc, en disant que le genre historique ou l'historiographie était dans l'Antiquité considéré comme un genre littéraire comme les autres. Certes, avec ses propres codes, son propre système référentiel, son propre régime de vérité, mais un genre littéraire pas différencié comme on le fait maintenant d'autres genres littéraires. Donc, pour revenir à la première observation sur cet échantillon d'auteurs, ce filtre masculin qu'on tentera d'étudier sans jugement mais avec esprit critique est plus communément connu sous le terme anglais de male gaze, idée sortie des études cinématographiques. Donc ici, on a une citation de Bud Buttigieg, qui est un réalisateur américain de western du siècle précédent, cité par Laura Mulvey dans son article fameux Visual Pleasure and Narrative Cinema, et on reviendra à Laura Mulvey vers la fin aussi. Donc, Buttigieg nous dit que ce qui compte, en parlant des films, des histoires des films, c'est que l'héroïne provoque, ou plutôt ce qu'elle représente.
C'est elle, ou plutôt l'amour, ou la peur qu'elle inspire au héros, ou encore le souci qu'il éprouve à son égard, qui le pousse à agir comme il le fait. En elle-même, la femme n'a pas la moindre importance. Donc on va garder ça en tête. On note ici un rapport binaire entre masculin et féminin, l'héroïne ne servant à rien d'autre qu'à inspirer, à motiver le héros. C'est le procédé littéraire nommé fridging, par exemple par la scénariste de BD Gail Simon, qui consiste à faire subir une extrême violence, le fridging, à des personnages féminins afin d'établir les motivations d'agir des héros masculins, vus abondamment dans les comics, mais aussi le cinéma, comme par exemple dans la trilogie Taken. C'est une grille de lecture souvent facilement applicable aux récits antiques, mais qui mériterait une réexamination, des nuances sans doute, et une meilleure prise en compte des pratiques littéraires des auteurs anciens, ainsi qu'une réévaluation de la conception d'altérité dans l'Antiquité, ou mieux peut-être des altérités. Donc large programme, on ne répondra pas à toutes ces questions ce soir, mais on va peut-être essayer de poser encore plus de questions et d'entamer une réflexion ensemble. Donc, une étude assez récente, en tout cas pour les études anciennes, sur la notion d'altérité par Eric Grun servira à nourrir notre réflexion de ce soir. Dans son livre Rethinking the Other in Antiquity, Grun s'intéresse à l'altérité, à la façon dont elle s'incarne chez les auteurs grecs et latins. Dans sa conclusion, il dit « Les Grecs, les Romains et les Juifs étaient très fiers de leur propre culture, pouvaient dénigrer ce qui était différent et maltraiter l'étranger, et trouvaient régulièrement des raisons d'accentuer les distinctions entre eux et l'autre. » Or, il existe un autre filon dans la pensée antique. L'approche est ici tournée, donc toute l'approche de son livre, est ici tournée vers l'inclusion plutôt que vers l'exclusion. De nombreux anciens ont choisi la voie de l'affirmation, ont présenté l'étranger plus favorablement, ont trouvé des liens entre les peuples, se sont appropriés les traditions des autres, se sont insérés dans les généalogies et les légendes des étrangers et ont rehaussé leur propre image en proclamant leur appartenance à un cadre culturel plus large. Donc, s'il n'aborde pas la question de l'altérité par rapport à la dichotomie masculin-féminin dans son livre, cette approche tournée donc, vers l'inclusion plutôt que vers l'exclusion pourra être mobilisée, ou en tout cas on va tenter de la mobiliser, pour aborder les images littéraires et visuelles véhiculées à travers l'Antiquité de femmes en temps de guerre. Donc, dans cette anthologie, issue d'un colloque tenu à Lille en 2009, Jacqueline Fabsiris et Alison Keith ont rassemblé des articles pour faire un petit peu l'état de la recherche sur les femmes grecques et romaines en temps de guerre. Donc, elles nous disent dès l'introduction que bien que la guerre ait été considérée comme une occupation essentiellement masculine dans l'Antiquité classique, elle constitue néanmoins une activité qui a soulevé des questions sur le rôle, le statut et la position des femmes dans les cultures méditerranéennes antiques et continue de soulever ces questions dans le monde moderne. Donc, ces chapitres dans ce livre montrent qu'elles sont néanmoins au centre du conflit. En effet, les femmes sont la cause, les enjeux et les victimes de la guerre, et directement parce qu'elles sont sacrifiées, violées, tuées et ou réduites en esclavage. Donc, c'est-à-dire que selon Jacqueline Fabsiris et Alison Keith, les femmes en temps de guerre peuvent être impliquées indirectement par la perte de parents masculins, donc les pères, les fils, les maris, les frères, ou directement comme les victimes dans le camp perdant. Mais si elles appartiennent au camp victorieux, elles peuvent également en bénéficier. Par exemple, les richesses tirées des victoires, en particulier à Rome, pouvaient profiter aussi aux femmes et leur revenir. Donc, une idée qui ressort de ce recueil est que si, globalement, les hommes se battent, les femmes parlent. Elles parlent pour déplorer la perte de leurs proches ou le sort qui les attend en cas de défaite, pour exprimer encore et encore leurs émotions. Les auteurs anciens trouvent la possibilité de critiquer la guerre à travers la voix des femmes et d'interroger les valeurs qui motivent les combattants, donc le désir de gloire et la belle mort. Mais aussi, lorsque les femmes jouent un rôle actif, l'aspect subversif est présent.
Donc, il est soit perçu positivement, soit perçu négativement comme une transgression des rôles de l'homme et de la femme. On va voir ce qu'on fait de cet aspect, cette nuance de transgression, de renversement. Donc, les personnages féminins sont utilisés pour remettre en question la norme masculine, peut-être surtout en ce qui concerne la guerre, considérée comme une activité essentiellement masculine. Mais pour ce soir, à la lumière de l'approche plus englobante de l'altérité de Groom, je vous propose une vision élargie des activités en temps de guerre, envisagée, si vous voulez, comme un spectre allant de la passivité absolue à l'activité guerrière à proprement parler. En dépassant la binarité masculin-activité, féminin-passivité, cela permettra de concevoir l'activité féminine moins comme une inversion, un renversement, une rupture, une anomalie, une transgression de l'activité guerrière, donc masculine, mais comme appartenant au même spectre de l'activité humaine en temps de guerre. Je vous propose également de nous concentrer sur l'avant et le pendant des guerres, justement pour nous aider à décoller l'image de la femme seulement passive, seulement victime. Pas que le but, évidemment, soit de nier ces réalités, non plus que de dire que la guerre était domaine masculin et féminin de façon égale, mais de déconstruire la binarité conventionnelle et d'explorer un éventail de rôles féminins en temps de guerre. Donc, quelques avertissements avant vraiment de commencer. Je ne vais pas adopter une visée historienne, c'est-à-dire que je ne cherche pas à prouver l'historicité, à établir le qui, quoi, comment, quand de l'implication réelle des femmes en guerre. Et ce sera un peu, à la manière du catalogue des vaisseaux de l'Iliade, un panorama de types de figures féminines, tout en suivant une certaine logique du fuseau au javelot. Donc, on s'intéressera d'abord au rôle des femmes comme cause et enjeu. L'exemple le plus connu, il me semble, est celui de la guerre de Troie. Donc, pour la petite histoire, Paris, qui est choisie pour être juge de ce concours des trois déesses qui serait la plus belle entre Héra, Athéna et Aphrodite, choisit Aphrodite qui lui promet en retour l'amour de la plus belle femme de Grèce, Hélène. Hélène qui avait par ailleurs déjà été enlevée par Thésée. Au cours du même conflit, Briséis, une reine de l'Inersos, dont Achille avait fait son butin de guerre, a dû se soumettre plutôt au roi Agamemnon parce que celui avait dû rendre sa propre tâche pour apaiser le dieu Apollon. C'est cet affront d'Agamemnon qui provoqua la fameuse colère d'Achille, lors de laquelle le héros refusa de retourner au combat et avait même demandé à Zeus de favoriser les Troyens contre son propre camp. Donc, Hélène étant l'exemple le plus connu, le plus fameux de la cause et l'enjeu d'une guerre. Donc, cet enlèvement par Paris a mobilisé tous les Grecs qui avaient prêté serment au mariage quand Hélène avait choisi Ménélas pour mari, de s'allier et de partir en guerre si le choix d'Hélène subissait quelque affront. Donc, la guerre de Troie présente de nombreux personnages, dont de nombreuses femmes, généralement les femmes, sœurs et mères des héros grecs et troyens. Dans l'Iliade, Andromaque, la femme d'Hector, le presse de rester dans la ville et de renoncer au combat. Cette demande est mal reçue par Hector, qui, bien que touché par la peine d'Andromaque, estime que la guerre est son devoir de héros et de prince, et qu'en revanche, n'est pas du tout une affaire de femme, et lui dit « Va donc à la maison, occupe-toi de tes travaux, la toile, la quenouille, et à tes servantes ordonne de se mettre au travail. La guerre, les hommes s'en inquiéteront, tous ceux, et moi surtout, qui sont nés à Ilion. » Donc, on trouve la même idée dans l'Odyssée, lorsque Pénélope est rabrouée par Télémaque quand elle demande ce qui se passe chez elle en l'absence d'Ulysse et avec l'insistance des prétendants. Donc, pour revenir au discours d'Andromaque, il appartient à une petite collection de passages similaires qui offre un commentaire permanent sur les événements et constitue un élément important dans le développement d'un discours antique sur la guerre, qui est distinct mais complémentaire du discours des héros combattants. Donc, si les femmes comprennent le fonctionnement du monde masculin de la guerre, elles ne peuvent approuver un mode de comportement dont elles prévoient, en tant que futures victimes, l'issue fatale.
Donc, Andromaque en ayant appelé à Hector de rester à la maison et de ne plus combattre, est renvoyée à la maison, envoyée chez elle. Et on la retrouve au livre 22. Elle est dans sa tour, dans la chambre la plus éloignée. Elle est très loin, complètement coupée du champ de bataille. Elle tisse, s'occupe à ses affaires de femme et fait préparer un bain pour le retour d'Hector, mais Hector qui est déjà mort, tué par Achille. Donc, or, la femme d'Hector ne savait rien encore. Nul messager véridique n'était venu lui annoncer que son mari restait hors des portes. L'insensée, elle ignorait que, loin de tout bain, sous la main d'Achille, l'avait dompté Athéna aux yeux de chouette. Donc, Andromaque, ayant eu cette première scène d'activité, si vous voulez, d'implication dans cette guerre de Troie auprès de son mari Hector, maintenant est complètement coupée de toute action. Elle ne sait pas du tout ce qui est en train de se passer. Si l'on revient maintenant au personnage d'Hélène, donc on a dit que c'était la cause de l'enjeu qui était l'objet de la guerre, mais il est intéressant de le comparer à celui d'Andromaque, cette dernière apparaissant au début plus active, dotée de plus d'agentivité, car elle se permet de critiquer la situation et d'en appeler à Hector, tandis qu'Hélène, en tant que cause du conflit, serait dans une posture plus passive. Cependant, les rôles d'Hélène et d'Andromaque s'inversent vite. On trouve Hélène sur le rempart de Troie, à la portiquée, qui voit les combattants et le combat, qui parle à d'autres chefs troyens, et surtout dans cette scène célèbre, à Priam. Et Priam appela Hélène, « Viens ici, ma fille, assieds-toi devant moi, afin de voir ton premier mari, vos parents et vos amis. Pour moi, ce n'est pas toi qui es responsable, mais les dieux qui ont excité contre moi cette déplorable guerre achéenne. Nomme-moi donc le guerrier merveilleux que voilà, ce brave et grand Achéen. » Ce qui est intéressant ici, c'est qu'Hélène, même si elle est d'abord interpellée par la déesse Iris qui se présente à elle sous les traits de Laodicée, sa belle-sœur, puis par les chefs troyens qui la vilipendent, et ensuite par Priam, plus bienveillant, accède à une certaine connaissance de la situation. Bien plus, elle détient aussi une certaine connaissance qui est sollicitée par Priam, qui veut savoir plus précisément qui sont les chefs grecs qui sont en train d'arriver. Cette scène, qui en a inspiré plusieurs autres à sa suite, est un procédé littéraire qu'on a appelé teikoscopie. Donc de teikos en grec mur et de scopia, un lieu, une tour, un sommet d'où l'on observe. En plus de constituer une pause dans le récit, dans la narration et dans l'action, c'est une forme de médiation entre récit et lectorat qui apprend en même temps que là où les personnages du récit, ce qui est en train de se passer, qui sont les personnages qu'on voit. C'est un petit peu, si vous voulez, comme les livres où l'on découvre un nouvel univers en même temps qu'un personnage, lui ou elle-même, qui serait tout juste entré. Par exemple, Harry Potter. Donc, je vous donne deux autres exemples et variations de teikoscopie. Première variation de ce motif, cette fois dans la Thébaïde de Stas, qui met en scène Antigone juste avant le combat de la guerre des 7 chefs. Par rapport à Hélène, on remarque d'emblée qu'elle est celle qui interpelle un autre personnage et qui parle en premier. Donc, au loin, sur une tour solitaire, est Antigone. Elle ne peut pas encore se montrer au regard du peuple, un voile noir cache ses jeunes traits. Près d'elle est un vieillard, jadis écuyer de Laos, et maintenant le confident de la jeune princesse qui vénère son grand âge. Elle lui parle ainsi la première. « Espères-tu, mon père, que cette armée puisse arrêter les Grecs? On dit que toutes les forces des Pélopines sont en marche contre nous. Fais-moi connaître, je t'en prie, les bataillons des rois alliés qui sont venus à notre secours. Je distingue bien nos propres soldats. Voici l'étendard de Ménécée, les armes de Créon, et là, au sphinx d'airain qui surmonte son casque, je reconnais Aimon. Je le vois qui s'élance par la vaste porte de Moloïs. » Donc, Antigone tient, par rapport à Hélène, un discours plus militaire, on va dire, et elle montre une connaissance préalable plus grande. C'est même elle qui demande à Laios des informations. Deuxième exemple du motif, cette fois chez Ovide. Donc, Minos assiège Mégare et Scylla, la fille d'Uranissus, le roi de Mégare, le regarde. Donc, sur les remparts de Mégare s'élevait une tour. On retrouve encore le motif de la tour. C'est là que, pendant la guerre, elle venait voir balancer la fortune dans les travaux sanglants de Mars. Déjà, la longue durée du siège de Mégare lui avait appris les noms des principaux guerriers. Elle distinguait les soldats de Crète et leurs armes et leurs coursiers.
Elle connaissait surtout Minos et plus qu'elle n'eût dû le connaître. S'il couvre sa tête d'un casque surmonté d'un panache flottant, elle le trouve beau sous le casque. S'il prend son bouclier ou leur étincelle, le bouclier sied à son audace. S'il lance au loin un javelot, elle admire en lui l'accord de la force et de l'adresse, etc., etc. Donc, si l'on compare ce passage au premier, on note un intérêt préexistant et spontané chez Scylla, qui certes développe, en tout cas chez Ovid, un sentiment amoureux pour Minos. Mais par ailleurs, Scylla apprend d'elle-même l'identité des guerriers, leurs armes et leurs montures. On n'a pas du tout le deuxième personnage comme on avait dans les deux autres exemples. Et même dans une scène inversée de regard, nous regardons avec l'héroïne ce qui se déploie en bas de la tour et plus spécifiquement les faits et gestes d'un héros masculin. Donc, j'ai dit qu'on ne parlerait pas de mythologie, d'épisodes mythologiques. C'est la seule entorse que je ferai ce soir. Donc, on a vu la cause, les enjeux, un balancement entre ignorance et connaissance des événements. Et on a aussi ensuite cette idée de personnage féminin qui serait le moteur du conflit et qui armerait aussi les guerriers. Donc, le premier exemple, c'est ce passage dans la Théogonie d'Hésiode qui nous parle de Gaïa. Gaïa, donc, qui est immense, qui gémissait, profondément attristée parce que son mari Ouranos mangeait ses enfants. Lorsqu'enfin elle médita une cruelle et perfide vengeance. Dès qu'il eut tiré de son sein l'acier éclatant de blancheur, elle fabriqua une grande faux, révéla son projet à ses enfants. Donc, ce qui est intéressant ici avec Gaïa, c'est que c'est elle qui commence un petit peu la guerre. C'est en réaction à ce qu'Ouranos fait, mais c'est elle qui crée même l'arme et qui fomente le plan, qui va encourager ses enfants, et on aura Cronos qui va répondre à l'appel. Donc ça, on décolle un petit peu de la cosmogonie. On a aussi ce fameux exemple de Thétis et d'Achille, qui a été, ou contrairement à l'épisode de Gaïa, très populaire dans les représentations plastiques dans l'art. Donc je vous montre quelques exemples de vases. Donc, si l'on repense aux caractéristiques des héros homériques, l'équipement, les armes, les armures en sont des attributs typiques. Paris, anti-héros s'il en est, avait même dû emprunter les armes de son frère. Donc, quand Achille apprend la mort de Patrocle, c'est Thétis, sa mère, qui vient le consoler et lui promet de lui rapporter un bouclier forgé par le dieu Héphaïstos pour venger son compagnon. Elle avait aussi précédemment intercédé auprès de Zeus quand Achille avait décidé d'arrêter de se battre et avait souhaité malheur aux Grecs. Donc, le bouclier, commandé et rapporté par Thétis, est central à la victoire d'Achille contre Hector. Et donc, sans Thétis, il n'y aurait pas de guerrier, parce qu'en plus, il refusait de se battre, encore moins de guerriers victorieux. Donc, on peut voir cette centralité d'un personnage féminin dans une victoire, par exemple dans la bataille gagnante du futur empereur Hélogabale contre Macrin. De chaque côté, les soldats commençaient à déserter. L'armée de Macrin avait perdu son chef, qui s'était enfui et les avait abandonnés, et l'armée d'Hélogabale, commandée par Ganis, était un peu trop molle et se décourageait vite. Donc, Dion Cassius, historien gréco-romain du IIIe siècle après, raconte comment son armée néanmoins combattit avec beaucoup de faiblesse et sans Maïssa et Soémis. Elles accompagnaient déjà l'enfant, c'est-à-dire le petit Hélogabale, le futur empereur, qui, s'élançant de leurs chars et se précipitant au milieu des fuyards, les retinrent par leurs larmes. Donc, dans ce récit, la mère Julia Soémis et la grand-mère Julia Maïssa du futur empereur Hélogabale prennent part au combat et leur intervention est déterminante. Donc, fait intéressant, si elles n'hésitent pas à sauter de leur char, de pourchasser leurs propres fuyards, elles réussissent à le faire par leurs larmes. Et aussi, Cassius Dio nous dit que c'est aussi à la vue du jeune empereur qui, brandissant une petite épée, que l'armée s'enhardit et retourna combattre. Donc, on a ici, chez Tacite, dans les Annales, une scène typique d'exhortation aux troupes de harangue militaire. Boudica avait pour mari Prasutagus, roi des Icènes, donc c'est un peuple celte du sud de l'actuelle Grande-Bretagne,
donc les Lyciennes qui s'étaient alliées à Rome pour l'indépendance, en retour de l'indépendance de son royaume. Donc il avait fait promettre qu'à sa mort, l'empereur partagerait son royaume avec sa veuve et ses filles, mais le royaume fut saisi et comme si elles avaient été esclaves et non des figures royales, Boudica et ses filles furent battues et violées. Donc Boudica décide de se révolter contre les Romains, et on a cette harangue dans les annales de Tacite. Donc Boudica, montée sur un char, ayant devant elle ses deux filles, parcourait l'une après l'autre ces nations rassemblées, en protestant que toute accoutumée qui étaient les Bretons à marcher à l'ennemi conduits par leur reine, elle ne venait pas, fière de ses nobles aïeux, réclamer son royaume et ses richesses. Elle venait comme une simple femme, venger sa liberté ravie, son corps déchiré de verges, l'honneur de ses filles indignement flétri. La convoitise romaine des biens était passée au corps, et ni la vieillesse ni l'enfance n'échappaient à ses souillures. Mais les dieux secondaient enfin une juste vengeance. Conduits par leur reine, elle ne venait pas, fière de ses nobles aïeux, réclamer son royaume et ses richesses. Elle venait comme une simple femme, venger sa liberté ravie, son corps déchiré de verges, l'honneur de ses filles indignement flétri. La convoitise romaine des biens était passée au corps, et ni la vieillesse ni l'enfance n'échappaient à ses souillures. Mais les dieux secondaient enfin une juste vengeance. Qu'on réfléchit avec elle au nombre des combattants et aux causes de la guerre, on verrait qu'il fallait vaincre en ce lieu ou bien périr. Femme, c'était là sa résolution. Les hommes pouvaient choisir la vie et l'esclavage. Donc, le discours de Boudica, comme le rapporte Tacite, est intéressant parce qu'il exprime clairement la différence du sort réservé aux femmes et aux hommes du camp vaincu. Vaincre ou périr, car, dit Boudica, l'esclavage pour les femmes était impossible ou complètement indésirable. Donc, Dion Cassius, notre historien précédent, lui attribue à Boudica un long discours après lequel elle mena son armée contre les Romains, qui se trouvaient alors son chef, prit de villes romaines, les pilla et en fit un immense carnage. Et ces actes font notamment écho, si vous voulez, à la folie meurtrière des Lemniennes qui tuèrent tous les hommes de l'île. Donc, ces deux derniers exemples de combat, ces deux derniers exemples de participation active au combat nous mènent à nous interroger sur ces scènes de courage et vertu des femmes en temps de guerre. J'aimerais avant tout revenir sur la notion de male gaze ou de regard masculin comme défrichée par Laura Mulvey dans son article de 1975 dans la revue Screen, repris et développé récemment par Iris Bray dans Le regard féminin, paru en 2021. Donc, Mulvey écrit que le regard masculin déterminant projette ses fantasmes sur la figure féminine qui est stylisée en conséquence. Dans ce rôle traditionnel exhibitionniste, les femmes sont à la fois regardées et exposées, leur apparence étant encodée afin de générer un fort impact visuel et érotique, de sorte que l'on peut dire qu'elle suggère un appel au regard, en anglais « to be looked at-ness ». La présence de la femme est un élément de spectacle indispensable à tout film narratif normal, mais sa présence visuelle a néanmoins tendance à aller à l'encontre du développement d'un scénario, à figer le flux de l'action dans des moments de contemplation érotique. Donc, encore une fois, l'idée n'est pas de plaquer cette grille de lecture sur les textes anciens, de faire une équivalence directe entre cinéma et littérature antique. Mais on peut tirer de cette réflexion quelques éléments qui me paraissent éclairants pour nos propres textes. D'abord, qu'il y a une direction du regard partant du masculin et allant vers le féminin. Ensuite, que les femmes sont l'objet d'une action masculine, que leur apparence aux femmes, leur description appelle cette action, et que ce regard s'insère dans une pratique contemplative et donc que l'objet est considéré comme quelque chose de spectaculaire, de frappant, de remarquable, de surprenant, d'admirable. Donc, gardons ces éléments en tête à la lecture de nos prochains passages. Donc, Hérodote, dans ses histoires, nous parle d'Artémise Ière de Carie et nous raconte comment cette princesse me paraît d'autant plus admirable que malgré son sexe,
Donc, portez attention aux mots utilisés qui rappellent cette pratique contemplative, cette pratique, cet aspect de spectacle. Donc, je recommence. Cette princesse me paraît d'autant plus admirable que malgré son sexe, elle veut être de cette expédition. Son fils se trouvant encore en bas âge à la mort de son mari, elle prit les rênes du gouvernement. Sa grandeur d'âme et son courage la portèrent à suivre les Perses, quoiqu'elle n'y fût contrainte par aucune nécessité. Elle vint trouver exercice avec 5 vaisseaux les mieux équipés de toute la flotte, du moins après ceux des Sidoniens, et parmi les alliés, personne ne donna au roi de meilleurs conseils. Lorsqu'on eut fait à Xerxès le rapport des avis, celui d'Artémise lui fit beaucoup plaisir. Il regardait auparavant cette princesse comme une femme de mérite, mais en cette occasion, il en fit encore un plus grand éloge. Une des filles de Priam et d'Écume, si on revient, là on saute, si on revient à la guerre de Troie, donc une des filles de Priam et d'Écume, roi et reine de Troie, la princesse Polyxène, a été demandée en sacrifice par le spectre d'Achille. Donc Polyxène préfère la mort, le sacrifice, plutôt que l'esclavage, donc elle accepte d'être sacrifiée pour le fantôme d'Achille. Je vous ai mis ici un passage des Troyennes de Sénèque. Donc, Polyxène s'avance, baissant modestement les yeux, et sa beauté qui va disparaître brille d'un éclat plus vif encore. La foule est frappée de tant de grâce, on les admire d'autant plus qu'elles vont bientôt périr. Les uns s'attendrissent sur sa beauté, les autres sur sa jeunesse. Ceux-là sur ce triste exemple des vicissitudes du sort, mais tous sont émus du courage avec lequel elle marche à la mort. À peine le fils d'Achille est-il arrivé au sommet du tertre et sur le haut du tombeau de son père que cette fille courageuse, sans reculer d'un pas, le regarde d'un air intrépide, attendant le coup de la mort. Ce dernier trait d'audace étonne les esprits. Mais les sentiments de cette héroïne ne se démentent pas à son dernier moment, il tombe avec toute l'impétuosité de sa colère. Donc, Polyxène est tué par Neptolène ou Pyrrhus, le fils d'Achille. On voit ici tout l'éclat du comportement, de la conduite très stoïque. On se rappelle que c'est Sénèque qui écrit ce passage, qui accepte son sort, qui l'embrasse et qui ne montre aucune peur et qui choisit aussi, qui préfère la mort plutôt que l'esclavage. Donc, dans ce sacrifice, il y a un choix et une agentivité de Polyxène. Donc, comme Polyxène, le courage de Camille est remarquable et digne d'admiration. Donc, c'est un passage de l'Énéide de Virgile et dans ce catalogue des guerriers alliés. Donc, après tout cela, de la nation des Volsques arrive Camille, suivie d'une colonne de cavaliers et de bataillons rutilantes d'airain. Guerrière, elle n'a pas habitué ses mains à la quenouille ni aux corbeilles de Minerve, mais c'est une fille endurante au dur combat et plus rapide que les vents à la course. Tous les jeunes gens sortis des maisons et des champs, et aussi la foule des matrones, l'admirent et la regardent passer. L'esprit stupéfait, il reste bouche bée en contemplant la pourpre, parure royale voilant ses épaules lisses, la fibule d'or nouée dans ses cheveux, sa manière de porter son carquois de Lycie et le myrte champêtre qui se termine en pointe de fer. Donc le courage de Camille est remarquable et digne d'admiration, mais bien plus, il est étonnant car inhabituel. Camille, encore plus que Polyxène, est présentée comme un personnage surprenant. Elle est guerrière d'abord et n'a jamais pratiqué les travaux typiquement féminins de la quenouille. Son allure royale et virile fait sortir les gens de leur maison et s'arrêter les passants. Fait intéressant, Camille, comme la plupart des femmes guerrières, sont souvent représentées avec des traits empruntés aux Amazones. Donc, et un autre élément important de cette vertu guerrière féminine se situe au niveau du statut ambigu de ces femmes. Donc, en effet, dans la geste de Camille, qui est détaillée au livre 11 de l'Énéide, on apprend que son père, le roi Métabus, avait été chassé avec sa jeune enfant. Devant la rivière Amasenus, Métabus promit de consacrer Camille au service de la déesse Artémis Diane comme guerrière toujours vierge si la déesse les aidait à passer la rivière et à survivre.
Donc la virginité de ces jeunes femmes, symbole de pureté et de vertu, leur assure cette excellence inhabituelle, au même titre que les déesses Athéna et Artémis. Et la virginité de Polyxène était également importante pour ses ravisseurs, tout comme celle de Briséis. Donc Agamemnon avait assuré à Achille qu'elle était intacte. Donc, autre exemple de guerrière vierge, l'exemple de Clélie, une figure légendaire de l'époque royale à Rome qui fut prise en otage par le roi étrusque Porséna, qui tenta de s'emparer de Rome et réussit momentanément. Donc, on est autour de 508-509 avant. La révolte de Porséna donne lieu dans les récits à plusieurs figures de résistance, comme Horatius Cocles et Mucius Caevola, et aussi à Clélie. Donc, prise en otage par Porséna, Clélie s'échappe par une ruse, et sauf qu'elle est vite réclamée par le roi étrusque avec d'autres jeunes gens. Et Porséna finit par être impressionnée par son exploit et par sa ruse et lui propose de sauver les otages qu'elle souhaite contre son retour. Et donc, je vous ai mis des extraits chez Tite-Live de cette impression de Porséna, qui mettait ce trait d'audace de Clélie au-dessus même des actions des Cocles et des Mucius. Et la paix rétablie, les Romains récompensèrent par un genre d'honneur extraordinaire, un courage aussi extraordinaire dans une femme. On lui décerna une statue équestre et l'on plaça au haut de la voie sacrée l'image de Clélie à cheval. On a vu des femmes comme cause en jeu, des femmes qui sont peut-être le moteur de la guerre, des femmes qui sont entre connaissance et ignorance, qui participent un peu au combat. Et ici, on arrive avec des exemples. Je vous donnerai deux exemples, Ercilie et ensuite notre fameuse Lysistrata, qui choisissent la participation active, mais d'une autre façon que l'activité guerrière typique masculine. Donc, je vous ai mis un passage ici de la vie de Romulus, de Plutarque, qui nous dit qu'on se préparait à recommencer le combat, mais tout s'arrête en présence d'un spectacle étrange et que les paroles ne sauraient dépeindre. Les Sabines qui avaient été enlevées accoururent de tous côtés en jetant des cris de douleur et d'alarme. Et poussées par une sorte de fureur divine, elles se précipitent au travers des armes et des morts, se présentent à leurs maris et à leurs pères, les unes avec leurs enfants dans les bras, les autres avec les cheveux épars. Mais toutes adressant tantôt aux Sabins, tantôt aux Romains, les noms les plus chers. Romains et Sabins se sentirent attendris et leur firent place entre les deux armées. Leurs clameurs lamentables percèrent jusqu'au dernier rang et leur aspect remplit tous les cœurs d'un sentiment de pitié, qui devint plus vif encore lorsque, après des remontrances à la fois libres et justes, elles finirent par les supplications les plus pressantes. Donc, pour illustrer cette action d'Ercilie, on a cette toile célèbre de Jacques-Louis David, l'intervention des Sabines, où vous voyez la figure centrale d'Ercilie au centre, au cœur du tableau, qui est en pleine mêlée et qui essaie d'en appeler à Romulus d'arrêter le combat entre Romains et Sabins. Ce spectacle aussi, comme on voyait dans le passage que je viens de vous lire, c'était encore cette idée d'inhabituel, de rare, de surprenant, de spectaculaire, où tout arrête et que cette action féminine crée un sentiment à la fois chez le public, chez le spectateur externe, mais aussi interne. Et donc, dans cette même lignée d'action, d'agentivité, mais au service de la paix, d'arrêt du combat et non de perpétuation de la violence, on a ce fameux exemple de Lysistrata, donc dans la comédie d'Aristophane, auteur grec du 5e avant, qui met en scène Lysistrata, ce personnage qui conçoit le plan d'encourager toutes les femmes à faire la grève du sexe pour forcer leur mari à arrêter le combat et à revenir à la maison. Donc, je vous ai sorti des extraits du début de la pièce de Lysistrata qui dit que le salut de la Grèce entière est entre les mains des femmes. Elle dit aussi, mais imagine autre chose.
Si les femmes de la Béotie et du Péloponnèse viennent se joindre à nous, tout ensemble, nous sauverons la Grèce. Ô femmes, si nous voulons forcer les hommes à faire la paix, il faut nous abstenir. Donc, comme dans le passage précédent avec Ercili, on a cette idée de vouloir la paix, mais pour aussi, en impliquant aussi le camp adverse. Donc, avec Ercili, c'était les Romains et les Sabins. Ici, Lysistrata imagine, rêve que même dans ce cadre de la guerre du Péloponnèse, donc entre Sparte et Athènes, Sparte et ses alliés, et Athènes et ses alliés, si toutes les femmes de chaque côté se mettent ensemble et tout le monde fait la guerre du sexe, peut-être que la guerre, enfin, arrêterait. Bon. Et donc, j'ai gardé le meilleur pour la fin, ou en tout cas, donc je vous relève du suspense avec l'image de l'affiche. Donc, selon Plutarque, Timoclée, la femme sur l'image, serait la sœur de Théagène, général thébain notable. Donc, on a une victoire des troupes d'Alexandre sur la ville de Thèbes et les alliés thraces ont pillé la cité. Un chef thrace a marié de force et violé Timoclée et lui a demandé en plus si elle savait s'il y avait quelques butins cachés. Donc, elle dit que oui, et parce qu'elle dit aussi qu'elle avait envoyé tous ces objets précieux à l'arrivée des Grecs au fond d'un puits. Donc, elle convainc le général Thrace de le suivre et en lui disant qu'elle lui donnera volontiers tous ses biens pour la grandeur et l'opulence de sa nouvelle famille. Le général Thrace s'en va au fond du puits et Timoclée et ses esclaves envoient une grêle de pierres jusqu'à ce qu'il meure. Donc, le bruit se répandit selon Plutarque et Timoclée fut conduite à Alexandre. Donc, elle fait un discours sur son malheur, son rang et les outrages subis. C'est un extrait de ce discours. Donc, elle dit, après avoir été traitée d'une manière si indigne de ma naissance, je ne crains pas la mort. Il me sera bien plus doux de mourir que de passer une seconde nuit semblable à la dernière, si vous ne voulez pas m'en garantir. Tout ce qu'il y avait de gens sensibles auprès d'Alexandre ne put retenir leurs larmes. Mais ce prince, qui vit en elle une femme supérieure à la compassion, admira sa vertu et ce discours même qui contenait contre lui un reproche si vif. Donc, Timoclée fait son discours, elle attire la pitié et l'entourage d'Alexandre et son entourage, et même Alexandre décide de lui rendre sa liberté et aussi à toutes les Thébaines, et d'arrêter les violences contre les femmes thébaines qui restaient dans la ville. Ce qui est intéressant, si on regarde cette peinture en particulier par rapport aussi au récit de Plutarque et à d'autres représentations picturesques de l'histoire, c'est qu'on voit souvent dans la peinture Alexandre qui va pardonner Timoclée, qui reçoit avec grandeur et bienveillance cette histoire. Et on comprend bien que finalement, cet acte d'audace de Timoclée sert de faire valoir à la grandeur, la clémence, la bienveillance d'Alexandre. Mais dans cette peinture, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on n'a que Timoclée et le général Thrace que l'on voit au fond. Donc, on va essayer de conclure, de boucler ça. Donc, on a parlé des guerrières vierges, des divinités ou mortelles, qui, de par cette pureté perçue, accèdent à des attributs plutôt virils qui les rendent étonnantes et dignes d'admiration. Mais si on reprend maintenant notre fil d'altérité comme grille de lecture, on voit aussi que cette qualité extraordinaire se comprend également par une origine et une appartenance marginale, ou autrement dite étrangère. Et donc ce filtre, quand c'est le cas, peut aussi devenir exoticisant. Par exemple, Artémise, reine de Carie, d'Asie mineure, grecque mais pas vraiment, asiatique mais pas vraiment, Boudica, reine celte, donc barbare, non romaine, non gréco-romaine, appartenant à d'autres règles et codes, à d'autres mondes. Donc c'est aussi le cas pour les princesses syriennes Julia Maïssa et Julia Soamis, les deux, la grand-mère et la mère, qui sautaient hors du chariot pour encourager leurs troupes.
Donc, ce sont des princesses syriennes qui ont aussi attiré cet intérêt et cette fascination des auteurs anciens. Et on pensera aussi à la reine Zénobie de Palmyre, qui est aussi toujours représentée avec ce filtre exotisant. Donc, mais si on revient à Germanie, donc l'historien Tacite montre une certaine fascination pour leurs pratiques étrangères. Donc, il nous dit, on rapporte ces blessures à une mère, à une épouse, et celle-ci, ne craignant pas de compter les plaies, d'en mesurer la grandeur. Ne craignent pas. Dans la mêlée, elle porte aux combattants de la nourriture et des exhortations. On a vu, dit-on, des armées chancelantes et à demi rompues que des femmes ont ramenées à la charge par l'obstination de leurs prières, en présentant le sein aux fuyards, en leur montrant devant elles la captivité, quand les Germains redoutent bien plus vivement pour leurs femmes que pour eux-mêmes. Ils croient même qu'il y a dans ce sexe quelque chose de divin et de prophétique. Aussi ne dédaignent-ils pas de ses conseils et font-ils grand cas de ses prédictions. Nous avons vu sous Vespasien, donc l'empereur, Véleda honoré de la plupart comme une divinité. Plus anciennement, Origny et beaucoup d'autres reçurent leurs adorations. Et ce n'était point flatterie, ils ne s'imaginaient pas faire des déesses. Donc on voit toute cette fascination, ce filtre exotique, cette idée que les Germains, en Germanie, ça se passe d'une certaine façon qui n'est pas romaine, qui est complètement étrangère à nos propres pratiques. Et si on élargit notre échantillon à des actes de courage viril hors du cadre de la guerre, on peut aussi penser à Médée, étrangère par excellence, mais en plus sorcière. Donc, qui accède aussi à des attributs, à un sauvetage par cette origine autre et par cette nature, ce statut entre humanité et divinité. Donc, pour boucler la boucle sur cet éventail de rôles féminins en temps de guerre. Donc, on a vu que les femmes pouvaient conseiller les hommes, mais surtout en vain. Donc, essayer de les convaincre de faire la guerre pour le plus grand bien ou relativiser les conséquences d'une guerre en essayant d'arrêter un conflit, comme Andromaque a tenté de convaincre Hector de rester à la maison. On a vu que les femmes peuvent être aussi la cause ou l'enjeu, comme Hélène, mais aussi le moteur, comme Gaïa ou Boudica, qui encouragent les armées celtes à se révolter contre eux. Elles peuvent regarder, attendre, rester dans l'ombre, comme Andromaque, dans la totale ignorance de ce qui se passe, et à l'écart, mais avec un certain accès au combat en temps réel, comme Antigone, Scylla et Hélène. C'était quand on parlait de la thécoscopie, donc ces femmes qui sont sur le rempart dans une tour au loin, mais qui ont accès à une certaine part de l'action. Elles peuvent armer les hommes comme Gaïa ou Thétis, et elles participent activement, mais très rarement, au combat, soit comme combattantes ou comme commandantes. Donc on pense aux Artémises, aux Boudica, aux Julia, Maïssa et Soémis. Enfin, on a vu qu'elles peuvent aussi militer pour la paix dans une participation active, mais avec un objectif différent. Donc, c'était les exemples de Lysistrata et d'Ercilie. Enfin, elles peuvent aussi faire preuve d'actes de courage viril hors combat, mais toujours dans le cadre d'une guerre ou dans ses suites, comme Clélie qui s'est sauvée, qui a réussi à faire délivrer des otages, comme Timoclée, et qui se venge de son agresseur, ou comme Polyxène qui accepte le sacrifice plutôt que la mort. Plutôt que l'esclavage. Donc aussi, on a en trame de fond des divinités qui provoquent, motivent, aident, font obstacle à tous ces personnages. Et voici donc un bref éventail des rôles féminins, d'images de femmes en temps de guerre dans l'Antiquité. Merci beaucoup.